Lionel Cividino, je suis le patron du cabinet Cividino International qui est basé à Udine, dans la région du nord-est de l'Italie. Nous sommes proches de la frontière avec la Slovénie et l'Autriche. Et donc, je vais vous présenter quelles sont les mesures que actuellement le gouvernement italien a mis en démarche pour aider les entreprises italiennes à redémarrer après la question sanitaire du Covid-19. Alors, à vrai dire, c'est des mesures extraordinaires dans le cadre où normalement, il y a déjà des financements et des subventions qui sont mises le long de l'année pour aider les entreprises à se développer, surtout sur les marchés internationaux. Mais il est vrai qu'il y a des situations particulières et donc des subventions en plus qui ont été ajoutées forcément vu la situation critique de ces derniers mois. Je vais rentrer donc dans le spécifique. Donc, j'ai structuré mon intervention sur trois panels. Le premier est concernant, disons, les avantages que les entreprises françaises peuvent bénéficier, bien entendu, pour les entreprises françaises qui ont déjà une filiale, une succursale, où ils ont déjà constitué une société de droit en italien qui sont opératifs sur le marché italien. Et donc, ces entreprises-là peuvent effectivement bénéficier de toutes les mesures qui sont mises à disposition des entreprises de droit italien. Donc, on va démarrer techniquement avec la première typologie d'aide. Donc, il s'agit d'un financement pour la participation au salon et aux foires internationales. Salon et foires internationales qui auparavant étaient principalement sur les marchés extra-Union européenne, mais qui, à partir du 6 août 2020, a été étendu aussi au marché européen. Deuxième chose aussi très importante, c'est que ces subventions et ces financements sont aussi donnés pour les salons et les foires internationales qui sont faites en Italie même. Donc, le scénario des entreprises qui peuvent bénéficier de ces aides, c'est normalement toutes les entreprises, donc pas seulement les PME, comme par exemple on peut trouver dans certaines mesures qui sont par contre régionales ou des chambres de commerce, mais sont ouvertes justement à toutes les entreprises et tout secteur, avec des exceptions qu'on verra, disons, par la suite. Donc, de quoi il s'agit-il ce financement? On va faire un exemple très pratique. Donc, si le budget des salons et foires d'une entreprise est environ 100 000 € par an sur les marchés donc, que je vous citais, ces 100 000 € viennent financer à la mesure d'un taux d'intérêt de 0,085%. Donc, quasiment est un taux pratiquement nul. Autre part, disons, ce financement que, comme je vous disais, jadis pouvait se faire le long de l'année. Actuellement, ce financement de la part de l'État italien donne la possibilité aux entreprises, pour celles entreprises qui présentent la demande de financement et qui cette demande est acceptée avant le 31 décembre 2020, de pouvoir avoir un quota de 50% du montant financé à titre de subvention. Cette chose-là est une des mesures extraordinaires que justement a été créée par le gouvernement très récemment. Bien entendu, il faut dire que chaque entreprise peut demander ce financement pour participer au salon et aux foires internationales à une hauteur d'un montant maximal de 150 000 €. Voilà. Il est vrai aussi que pour chaque salon et chaque foire devra être constitué un dossier bien précis. Donc, si l'entreprise a, par exemple, dans son budget
la participation à 6 salons devra créer et postuler pour 6 demandes auprès de la société publique qui donne le financement. La bonté, disons, de cet instrument, c'est que la durée du financement est de 4 ans, avec 12 mois de préamortissement. Donc, ça permet aux entreprises de pouvoir rembourser la dette au moins du 50% qui n'a pas été objet de subvention dans les 4 années à venir. Une autre chose très importante qu'il faut dire de cet instrument, c'est que pour toutes les demandes qui sont acceptées avant le 31 décembre 2020, l'entreprise pourra recevoir une acompte du 50% du montant en avance. Donc, cela permet, bien entendu, à l'entreprise déjà de pouvoir travailler en levier financier. Et le solde, donc le 50% qui reste, sera payé, bien entendu, à la fin du projet, après présentation d'une relation du programme qui a été effectuée, bien entendu, avec aussi les pièces jointes des frais réellement soutenus. Donc ça, c'est quelque chose de très important à mentionner. Il est vrai que ce 50% de subvention, qu'on a dit des 100, est quelque chose qui part aujourd'hui. Parce que jusqu'à hier, disons, le montant de la subvention était de 40%. Donc, la nouveauté, c'est que d'aujourd'hui en avant, jusqu'à la possibilité et, bien entendu, au plafonnement des ressources qui ont été mises à disposition de l'État italien en faveur des entreprises, actuellement, les entreprises peuvent justement bénéficier de 50%. Bien entendu, il faut faire aussi des distinctions, surtout par les secteurs d'activité. Bien entendu, pas tous les secteurs d'activité des entreprises peuvent bénéficier de ces avantages et la norme est extrêmement précise. Donc, les secteurs de l'agriculture, la sylviculture et la pêche sont exonérés. Et bien entendu aussi de la transformation des secteurs de la viande ne peuvent pas bénéficier de cette mesure. J'ajouterai aussi une autre chose, c'est que au-delà de cette mesure qui est extrêmement intéressante pour les entreprises françaises, les entreprises italiennes, on va dire, et les entreprises étrangères qui sont constituées en Italie. Et il y a aussi la mesure que l'Institut du commerce extérieur, l'ICE italien, met à disposition des entreprises. C'est-à-dire que sur le programme des salons et des foires internationales pour l'année 2021, qui sont déjà justement au programme de l'ICE, bien entendu, les entreprises qui veulent participer à ces salons sous le chapeau de l'Institut du commerce extérieur italien peuvent avoir pour les stands, disons d'une dimension de jusqu'à 9 mètres carrés, avoir une exonération totale des frais de participation. Bien entendu, ne sont pas compris les frais de logistique, de permanence, etc. Mais les frais du stand sont quasiment égaux à 0. Donc ça aussi, c'est une mesure en plus que l'État italien est en train de mettre à disposition des PME. J'avance. Une deuxième mesure qui est, disons, proactive pour les entreprises et pour favoriser, disons, l'export qui temporairement a été un peu endommagé de la situation sanitaire, c'est que donc l'État italien, vu les mêmes modalités pour le financement de la participation au salon et aux foires internationales, finance aussi ce qui est l'apport professionnel de sociétés ou de professionnels certifiés comme nous sommes nous ou d'autres collègues qui effectuent des prestations de temporary export management. Donc,
pour vous citer un peu, le Temporary Export Manager est principalement, disons, un professionnel qui est extérieur à la société et qui effectue un mandat qui peut être minimum de 12 mois, 18 mois, 24 mois, selon le projet, de développer tout ce qui est la partie export, et donc à partir des dossiers moins complexes, comme ils peuvent être une étude de marché, une recherche de partenaires commerciaux, distributeurs, voire jusqu'aux dossiers plus compliqués et plus complexes, comme par exemple la participation des appels d'offres internationaux, voire aussi le suivi de l'assistance des entreprises pour créer les branches ou pour constituer des sociétés de droit étranger, voire aussi constituer des dossiers pour être financés de l'État italien pour financer exactement les projets d'internationalisation des PME. Donc, l'activité, les cachets professionnels et les honoraires de ces Temporary Export Managers peuvent être financés, comme nous le disions auparavant, avec un financement qui va minimum d'une assiette de 25 000 euros jusqu'à un montant maximal de 150 000 euros. Il est vrai que le financement de 100% de ces frais professionnels doit aussi obéir à un plafonnement qui est normalement le 15% du chiffre d'affaires de l'année précédente de la société. Donc, à vrai dire, ce financement permet à l'entreprise de payer seulement, on va dire, les frais professionnels. Il est vrai aussi que si on a la possibilité de développer et créer un projet où on arrive à structurer le paiement d'un forfait mensuel aux professionnels qui inclut aussi les frais de déplacement, l'entreprise peut aussi, d'une façon, si vous voulez, artificielle, pouvoir récupérer aussi une partie des frais. Normalement, ça, ce n'est pas possible, mais si on arrive à structurer le projet d'une certaine façon, là, avec des montants forfaitaires pour le Temporary Export Manager, qui inclut aussi les frais de déplacement, les frais de logistique, on arrive à récupérer le 50% sur ça aussi. Bien entendu, si nous prenons le schéma, disons, un maximum de financement de 150 000 euros, comme on disait auparavant, ces 150 000 euros, là aussi, sont financés toujours au taux actualisé au mois d'août du 0,085%. Cela dit, des 150 000 euros, bien entendu, pour toutes les demandes qui sont acceptées avant le 31 décembre 2020, l'entreprise a la possibilité d'avoir une acompte de 50%, soit 75 000 euros, ce qui est important aussi pour démarrer le projet, et avoir le solde des autres 75 000 euros à présentation de la relation finale de la termination du projet, voilà, de la part du Temporary Export Manager. Là aussi, ce financement, comme on disait auparavant, jusqu'aux demandes qui sont acceptées avant le 31 décembre 2020, le 50%, qui avant était le 40%, le 50% est reconnu à titre de subvention. Donc, à la fin du projet, on peut dire que seulement 75 000 euros seront objet de financement. Bien entendu, pour calculer le taux d'intérêt, nous devrons considérer le montant de 150 000 euros auquel nous appliquerons le taux de 0,085%. Donc, le remboursement sera 75 000 euros plus le 0,080% du montant total de 150 000 euros. Cela permet donc à l'entreprise d'avoir une ressource extérieure qui aide l'entreprise même à se développer sur les marchés internationaux. Comme pour les foires avant le 6 août 2020, ces mesures étaient possibles seulement pour développer
les marchés extra-Union européenne. À partir du 6 août 2020, cette mesure est aussi possible pour développer les marchés européens. Un cas symbolique, par exemple, une entreprise française qui a une entreprise en Italie, constituée en Italie, pourrait paradoxalement financer, donc une entreprise à 100% capital italien, pourrait paradoxalement financer un développement commercial en France. Donc ça, c'est à tenir, ou développer, par exemple, le financement, un projet de développement commercial en Slovénie plutôt qu'en Autriche, etc. Donc, ça permet aussi aux entreprises françaises qui ont déjà une unité présente en Italie de pouvoir bénéficier, en plus d'autres mesures, par exemple, ajoutées à ceux qu'elles déjà bénéficient, par exemple, en France avec BPI France, si les deux entités sont bien juridiquement distinguées. Là aussi, comme on disait auparavant, les secteurs qui ne peuvent pas bénéficier de ces mesures sont principalement les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche et de la transformation de la viande. Une autre mesure qui a été mise en place par le gouvernement, qui a été renforcée par le gouvernement, ce sont toutes les mesures de financement pour les entreprises de pénétration des marchés internationaux. Alors là, à vrai dire, à différence de l'activité qu'un professionnel peut fournir, tel qu'un Temporary Export Manager ou une étude de pré-feasibility, donc de faisabilité, les activités de pénétration sont extrêmement concrètes. Cela dit, pour financer ce type d'activité, bien entendu, l'entreprise doit déjà avoir dans son schéma et dans son business plan la possibilité de création d'une unité commerciale, voire une unité de transformation ou de production auprès d'un marché extérieur. Les mêmes règles valent, comme on disait auparavant, pour les deux autres mesures. Donc, à partir du 6 août 2020, même pour les marchés européens, cette mesure-là est efficace. Et disons que, à différence, par contre, des autres mesures, là, il y a un plafonnement un peu moins sévère, vu aussi la nature du financement. Principalement, donc, pour financer 100% le montant du business plan, du budget que l'entreprise veut destiner à la création ou d'une filiale commerciale, d'une unité commerciale ou d'une unité de production, on devra ne pas excéder le 25% de la moyenne des deux derniers chiffres d'affaires de l'entreprise même. Il y a un minimum, bien entendu, du financement qui est de 50 000 euros jusqu'à un financement maxi de 4 millions d'euros. Donc, comme vous pouvez le considérer très bien, ce type de mesure est extrêmement ouvert et disponible pour les entreprises qui ont des petits chiffres d'affaires, on va dire le million d'euros, jusqu'aux gros groupes et aux gros EPC. Là aussi, ce type de financement, à différence des autres, bénéficiera donc d'un taux actualisé de 0,085%. Et la différence et la durée du financement, qui sera bien entendu différente auparavant des autres mesures, aura une durée de 6 années avec une période de 24 mois de préamortissement. Une chose qui est très importante aussi pour ce type d'opération de financement, c'est que pour toutes les demandes aussi qui sont acceptées avant le 31 décembre 2020, l'entreprise qui bénéficiera donc de cette mesure de financement sera exemptée de présenter des garanties. Voilà, donc ça c'est une mesure aussi qui favorise ultérieurement l'internationalisation de nos entreprises italiennes. La même chose donc vaut pour les deux autres mesures, donc la possibilité de bénéficier d'un 50% du montant du financement en acompte, avoir un 50% pour les demandes acceptées avant le 31 décembre 2020 d'un montant qui est reconnu à titre de subvention,
Et bien entendu, là aussi, comme pour les deux autres mesures précédentes, les secteurs qui ne peuvent pas bénéficier de ces mesures de développement sur les marchés extérieurs sont les secteurs de l'agriculture, la sylviculture, la pêche et les industries pour la transformation des produits de la viande. Une quatrième mesure donc, qui a été mise en place par le gouvernement, ce sont les études de faisabilité d'investissement commercial et d'unités de production. Donc, on va dire que ce sont des études qui sont fonctionnelles à la mesure précédente. Là aussi, les critères plus ou moins sont les mêmes si on a considéré, disons, toujours le taux d'intérêt applicable et le taux, la mesure de subvention du projet. Différents, par contre, sont bien entendu les mesures et les quantités des montants qui peuvent être financés. Là, les 100% des frais peuvent être financés, donc pas seulement les frais du professionnel, donc les cachets professionnels, mais même les frais de déplacement et de logistique auprès des marchés cibles, là où on veut, où l'entreprise a l'intention de créer une unité de production ou une unité commerciale. Donc, le personnel bien entendu, professionnel des consultants, mais aussi les frais du personnel et des employés de l'entreprise même. Le taux, disons, maximum pour le financement est fixé pour les études de faisabilité sur les investissements commerciaux à la mesure de 200 000 € et maximum de 350 000 € si l'étude de faisabilité concerne la création d'une unité productive à l'international. Donc là aussi, comme on disait, mais à différence de l'action de pénétration commerciale sur le marché, la durée du financement est différente, mais plus de 6 années par rapport au financement de la pénétration commerciale, mais de 4 années avec 12 mois de préamortissement. Les secteurs toujours qui sont exemptés, qui ne peuvent pas, ne peuvent pas bénéficier de ces mesures, ce sont bien entendu l'agriculture, la sylviculture, la pêche et toujours la transformation des produits de la viande. En conclusion aussi, on va dire que d'autres mesures sont en train d'être mises en place d'ici le début du mois d'octobre. Et ce sont surtout des mesures qui sont ciblées pour aider les entreprises à développer d'ultérieurs secteurs qui sont principalement les secteurs green et de l'économie circulaire actuellement. Actuellement, on a seulement, si vous voulez, des dessins, des schémas de loi, mais rien n'est pas encore définitif. Nous sommes en train d'attendre, bien entendu, la publication début novembre de ces nouvelles mesures. Donc, pour ce qui concerne le schéma, disons, et le cadre des financements nationaux, ça, ce sont les principales mesures. Après, il est vrai que chaque région a ses propres mesures aussi de soutien aux entreprises. Et cela sont différentes selon le target des entreprises et selon aussi le type de soutien que les régions même donnent. Je vais vous expliquer, je vais être un peu plus clair. Par exemple, sur certaines mesures, les financements ou les subventions sont reconnus seulement pour les PME, donc pour les entreprises qui ont un maximum de 250 employés, voire un chiffre d'affaires maximum de 50 millions d'euros, à différence justement des mesures qui ont été mises en place par l'État, là où il n'y a pas toutes ces différences, disons, de quantité et de qualité des bénéficiaires. Les mesures après qui peuvent être mises en place sont différentes, peuvent être des mesures par exemple d'innovation, de digitalisation des PME, voire aussi des
d'internationalisation et donc de développement de projets d'internationalisation des entreprises. Là, normalement, aussi, les règles peuvent être différentes car les régions peuvent fixer aussi des mesures où la zone géographique qui doit être prise en considération ne doit pas être la géographie européenne, mais plutôt des zones extra-Union européenne. Donc, le projet se construit avec l'entreprise selon les mesures étatiques et selon les mesures qui sont mises en place aussi de la région où l'entreprise même a son siège légal. Donc, sur cette première partie, moi, je m'arrêterai et j'aimerais avoir de votre part s'il y a des questions auxquelles je peux. Actuellement, un secteur qui est extrêmement porteur et qui est objet de mesures très intéressantes. Je vais dire, je n'ai pas encore lu le décret relance de l'économie française, mais j'ai vu qu'il y a quelque chose de similaire. Mais je crois que c'est plutôt financement, voilà, pour requalifier tout le patrimoine immobilier italien. Pas tout le patrimoine, on va dire le patrimoine qui doit être mis, disons, aux normes de l'agenda 2030, de l'épargne, des Sustainable Development Goals de 2030. Donc, l'État italien, pour relancer aussi un secteur stratégique qui est le secteur du BTP, a mis en place des mesures qui permettent, surtout aux immeubles, mais aussi aux particuliers, de pouvoir bénéficier d'un éco-bonus appelé 110%. Je vais rentrer donc dans le spécifique. Cela dit aussi que cette mesure actuellement est en train de créer aussi quelques difficultés aux opérateurs du secteur. Pourquoi cela? Parce que actuellement, on risque d'avoir un paradoxe là où la demande des particuliers ou des copropriétés sera bien plus importante de la possibilité et de l'offre que les entreprises italiennes peuvent donner. Donc, selon nous, il y a aussi une possibilité pour les entreprises étrangères de pouvoir bénéficier aussi de cette assiette de mesures de push de l'économie pour pouvoir entrer dans un créneau qui va être très intéressant d'ici un an et demi. Alors, à vrai dire, la durée de cet éco-bonus 2021, préalablement, a été fixée du 01 juillet 2020 jusqu'au 31 décembre 2021. Actuellement, il faut dire une chose, c'est que le gouvernement est en train de discuter si actuer une prorogation de 3 années sur cette mesure, vu l'énorme demande qu'il y a en effet du marché. Alors, qu'est-ce que c'est l'éco-bonus? La première chose, c'est que le but est de mettre les unités immobilières qui ont un certain âge, qui sont assez vétustes, d'augmenter leur efficacité, leur efficience énergétique. Donc, la condition fondamentale pour pouvoir accéder à ce type de bonus, c'est que les mesures qui seront structurelles, qui seront mises en place par les entreprises de construction, permettent au bien immobilier de pouvoir au moins faire un saut de 2 classes énergétiques. Donc, si par exemple nous avons une unité immobilière qui est classée G, pour pouvoir bénéficier donc de cette mesure éco-bonus, les travaux structurels qui devront être faits devront permettre à l'unité immobilière de pouvoir rentrer dans une classe énergétique D. Les types de travaux que normalement sont financés à la hauteur de ce éco-bonus de 110%. Il y a les travaux antisismiques, premièrement, parce que bien entendu, l'Italie est une presqu'île
avec un taux sismique très élevé. Et bien entendu, il y a toutes les activités qui sont liées donc, à l'épargne et à l'optimisation énergétique. Donc, entre autres, les travaux liés à l'enduit thermique, donc, qui vont à couvrir au moins une superficie du 25% de la structure externe de l'immeuble, avec un montant qui est bien entendu contingenté avec un minimum entre 30 000 et 50 000 euros seulement pour disons, l'enduit thermique. Bien entendu, les autres travaux qui peuvent être financés par ce moyen, par cette mesure de l'éco-bonus, sont des travaux accessoires, tels que des travaux, par exemple, pour la réalisation et l'installation des pompes à chaleur, l'installation des panneaux photovoltaïques. Par exemple, il y a un taux maximum qui a été fixé à 2 400 euros par kilowatt, et aussi la substitution des fenêtres avec isolation. Alors, comment et qui sont principalement les acteurs qui peuvent bénéficier de cet éco-bonus? Principalement, ce sont les unités, les immeubles, donc les copropriétés que juridiquement en Italie, ce sont des immeubles avec au moins 4 unités habitatives. Les propriétaires, disons, les particuliers, donc les maisons, mais aussi pas seulement les maisons principales, mais aussi les maisons secondaires. Les correspondants des HLM en Italie, et qui peut exécuter, bien entendu, ces travaux. Alors, nous devons faire, qui sont les acteurs, disons, du système éco-bonus. Principalement les exécuteurs qui sont normalement des main contractors, donc des entreprises de construction tout corps d'État, qui normalement doivent aussi être certifiés de la part de multi-utility ou de players nationaux tels que Enigas ou tels que E.ON, donc qui doivent avoir des requis, des références techniques et budgétaires d'un certain niveau. Bien entendu, les entreprises de la plomberie, les électriciens professionnels pour les panneaux photovoltaïques, et bien entendu, il y a une responsabilité après pour tout ce qui concerne toute la démarche bureaucratique et aussi pour les autorisations techniques des bureaux d'études d'engineering. Les autres players qui interviennent aussi dans le secteur de l'éco-bonus, bien entendu, comme on disait, ce sont les banques, mais plutôt sur la partie financement des travaux, voire les utilities ou les players nationaux qui peuvent, à différence des banques aussi, rentrer dans le processus parmi l'acquisition du crédit de l'entreprise, d'une cession de crédit de l'entreprise de construction, comme on verra plus avant. Alors, j'ai fait donc, pour être très concret, un exemple de comment l'éco-bonus actuellement fonctionne. Donc, l'éco-bonus, c'est le secteur qui s'adresse principalement à tout le monde, à tout le secteur du BTP. Nous prenons le cas, par exemple, des travaux effectués auprès d'une villa. Donc, le montant, on a hypothisé des travaux est de 30 000 euros. L'éco-bonus est de 110%. Donc, cela signifie 33 000 euros en 5 années. Alors, le particulier qui pourra bénéficier de cette mesure aura la possibilité de récupérer donc 6 600 euros en compensation des taxes qu'il devra payer, par exemple, sur les 5 années. S'il devait payer, au lieu de récupérer le 100%, donc 6 000 euros, il pourra récupérer les 33 000 euros divisés sur 5 années, donc 6 600 euros, et les compenser avec les autres taxes qu'il devait payer. Donc, un exemple très simple, un particulier qui doit payer 8 000 euros de taxes, normalement, sur l'année 2021-2022, payera 1 400 euros de taxes pour l'effet de la compensation.
Donc cette mesure-là de travailler avec la division sur 5 années, donc de pouvoir bénéficier de la compensation, et surtout pour les revenus, disons, d'un certain niveau, revenus foyer d'un certain niveau. La deuxième option, qui est très intéressante, c'est surtout pour les foyers un peu moins aisés, c'est qu'il y a la possibilité que la personne puisse bénéficier des travaux éco-bonus en payant 0 €, soit à travers le système de la réduction sur la facture. On reprend l'exemple précédent. Donc, on a des travaux sur une villa à la hauteur de 30 000 €. L'éco-bonus, comme on disait, est de 33 000 €. L'entreprise BTP, tout corps d'État, effectuera une remise de 30 000 €. Donc, il y aura un delta de 3 000 €. Là, elle aura donc l'entreprise même, elle aura un crédit d'impôt de 33 000 € qui pourra, d'un côté, ou payer dans les 5 années, donc récupérant les 6 600 € sur les taxes à payer, voire céder le crédit auprès des multi-utilities ou des players nationaux. Donc, pour faire la cession du crédit auprès des players nationaux, bien entendu, comme on disait auparavant, l'entreprise de BTP doit être normalement certifiée par les players nationaux et donc doit avoir des requis techniques et budgétaires importants. Donc, cela lui permettra à l'entreprise de pouvoir faire la cession de son crédit, d'émettre une facture qui sera mise dans sa boîte fiscale, comment dirais-je, sa boîte fiscale online auprès de l'agence des taxes, et le player national, successivement, normalement dans les 30 à les 60 jours, payera la facture de l'entreprise même. Donc ça, c'est un système qui permet, comme je le disais auparavant, surtout aux foyers, disons, moins aisés, de pouvoir effectuer les travaux de mise au niveau énergétique des propres habitations sans devoir s'exposer financièrement. Bien entendu, sur ces mesures, il y a des procédures de contrôle qui sont faites en amont par une direction des travaux, qui généralement sont des bureaux d'engineering de travaux civils, qui doivent bien entendu certifier qu'il y a eu effectivement un passage des 2 classes énergétiques supérieures des travaux. Ils doivent certifier bien entendu aussi la congruité des montants qui ont été déclarés en fonction des travaux exécutés. Et toute cette documentation après sera transmise à l'Institut national pour l'énergie, qui est l'ENEA, qui effectuera aussi des contrôles à échantillons. Bien entendu, devant des déclarations mendaces et pas véritières, l'entreprise, pas l'entreprise, mais disons le professionnel, le bureau d'engineering, pourra subir des contraventions ou des amendes très importantes. Donc, sur ce chapitre, j'aimerais voir s'il y a des questions et s'il y a des demandes de votre part. J'avance, parce que chez nous en Italie, ce n'est pas toujours très clair, les normes. Alors, le troisième et dernier chapitre donc, de cette intervention est différent par rapport aux autres. C'est plutôt un chapitre qui veut vous donner une vision des opportunités que notre territoire, surtout où nous sommes basés, peuvent donner aux entreprises françaises qui ont l'intention de développer le marché en Italie, mais voire aussi développer des marchés riverains à la zone où nous nous trouvons. Alors, la zone de Udine-Trieste, qui est située dans la partie du nord-est de l'Italie, comme je le disais en introduction de l'intervention, est située
à un quart d'heure de route de la Slovénie, à 40 minutes de route de l'Autriche, à 1 heure de route de la Croatie. Et si on trace, disons, un cercle avec un rayon de 500 km, quasiment on peut joindre Turin, la Suisse, l'Autriche, Munich, Vienne, Budapest et bien d'autres pays de l'Est de l'Europe. Alors, actuellement, comme je pense vous le savez déjà, le gouvernement italien, déjà depuis 2 années, a signé des accords de partenariat, mais plutôt un memorandum of understanding avec la République populaire de la Chine pour développer ce qui est le projet de la New Silk Road, la nouvelle voie de la soie. Alors, comme vous pouvez le voir, je vous ai présenté un extrait des différents trajets qu'il y a sur la nouvelle voie de la soie. La nouvelle voie de la soie, principalement, a le but de relier l'économie chinoise, donc les entreprises chinoises et les produits chinois, de les relier logistiquement pour augmenter leur pénétration sur les marchés européens. Donc, nous faisons une distinction sur cette nouvelle voie de la soie. La distinction fondamentale est biunivoque, c'est-à-dire qu'il y a une voie de la soie qui est principalement maritime, comme on peut le voir. Donc, on part du port de Shanghai avec escale sur Nairobi jusqu'à joindre à Athènes et jusqu'à joindre comme hub terminus Trieste. La deuxième chose qui est stratégique, mais qui est différente et toujours dans une optique d'intermodalité, c'est que Trieste aussi peut se relier et se relie déjà d'une façon intermodale, c'est-à-dire à travers le chemin de fer sur la Chine, à travers la voie Trieste-Duisburg, Moscou-Pékin. Donc ça, c'est, disons, le schéma du parcours de la voie de la soie. La chose principale et stratégiquement importante, c'est qu'on voit que la zone de Trieste et, disons, les ports qui sont limitrophes à Trieste sont extrêmement stratégiques pour les entreprises qui sont présentes dans cette zone. Pourquoi cela? Parce que d'un côté, nous pouvons bien entendu se projeter vers les marchés, comme vous le voyez, très proches de la zone de Trieste, et donc la zone des Balkans et de l'Europe de l'Est, mais être aussi un hub pour la zone, les transferts de marchandises à travers la voie maritime, aussi sur l'Afrique subsaharienne, particulièrement sur la zone du Kenya, qui est on va dire le hub principal de la porte d'entrée du marché de l'Est africain. Là aussi, c'est une deuxième vision stratégique. Ça, c'est plutôt la vision stratégique des opérateurs chinois. L'autre, c'était notre vision stratégique italienne. Et là, quelques données, disons, sur ce qui est l'objet aussi de l'accord du Memorandum of Understanding entre l'Europe, l'Italie et la République populaire chinoise. Le port de Trieste est devenu à ce jour un des premiers ports européens Free Trade Zone. Donc la chose, après je vais vous la expliquer peut-être d'une façon un peu plus light, mais je vous donnerai aussi les slides pour pouvoir mieux comprendre. À vrai dire, le port de Trieste est déjà le premier port commercial italien pour movimentation de tonnes de marchandises. En 2019, le port de Trieste mouvementait déjà 62 millions, presque 63 millions de tonnes par an de marchandises. Le deuxième port, voilà pour vous situer, est le port de Gênes qui mouvemente 54 millions de tonnes de marchandises. Cela dit, par contre, le port de Trieste est à voir dans un hub un peu plus ample que le port de Gênes, car
près du port de Trieste, nous avons bien entendu le port de Koper Capodistria, qui est le port slovène, qui est très proche de Trieste. Comme nous avons aussi le port de Rijeka, qui est le port de la Croatie, un des ports principaux. Comme vous pouvez le voir aussi, nous avons la proximité avec le port de Venise, qui est stratégiquement très important aussi pour le secteur oil and gas, et d'autres ports qui se trouvent situés entre Venise et Trieste, tels que le port de Monfalcone, qui est un des ports les plus importants pour les travaux, surtout liés à ce qui est la création et la construction de navires, tels que Fincantieri, par exemple, qui est un des associés, des partenaires principaux de STX, si je ne me trompe pas trop, qui est une des plus grosses entreprises françaises dans la réalisation de chantiers navals, voilà, du nord de la France. Et bien entendu aussi de Porto Nogaro, qui est un autre port, toujours entre Venise et Trieste. Comme vous pouvez le voir, donc, sur la carte géographique que je vous ai indiquée, notre position stratégique nous permet de rayonner avec 500 km, de pouvoir couvrir quasiment toute l'Italie du Nord, pouvoir aller jusqu'en Suisse, couvrir bien entendu le marché de Munich et de la Bavaria, du sud de l'Allemagne, et bien entendu ce qu'il y a entre Vienne, Bratislava, une partie de l'Hongrie, de la Croatie. Voilà, donc géographiquement, nous sommes positionnés dans la zone qui est appelée Mitteleuropéa, qui est la porte, si vous voulez, aussi d'entrée vers les pays de l'Europe de l'Est. Donc là, disons que la loi principale qui institue donc le port franc de Trieste est la norme du ministère, le décret du ministère de l'infrastructure italienne qui est de la 368 de 2017 que vous pouvez bien entendu consulter en italien ou en anglais et qui permet donc non seulement de créer cette zone de port franc, mais aussi de pouvoir, et comme nous sommes en train aussi de faire à travers des récentes mesures du gouvernement, créer aussi des mesures d'attraction d'investissement pour les entreprises qui viennent investir dans la zone limitrophe au port franc. Cela dit aussi pour tout ce qui concerne les investissements pour la reconversion industrielle des zones industrielles de la zone de Trieste et limitrophe au port franc. Disons, pour être très concret, quelles sont les mesures, je vais être un peu plus rapide, quelles sont les mesures qui permettent d'être au port de Trieste plus attractif d'autres ports italiens. Par exemple, la zone franche permet en attendant de pouvoir transformer les produits semi-finis qui proviennent de l'étranger, les transformer bien entendu localement, pouvoir bénéficier par exemple d'un délai de paiement des droits de douane élevé à 180 jours plutôt qu'à 30 ou à 90 jours et de pouvoir aussi créer, disons, le brand du produit transformé tel que Made in Italy. Ça, c'est un premier avantage pour les entreprises qui viennent transformer, disons, un produit semi-fini dans la zone franche. Bien entendu, ce qu'il y a aussi, je vais un peu plus vite, ce qu'il y a aussi comme condition favorable, c'est aussi une débureaucratisation de tous les documents que les entreprises doivent fournir aux agences des douanes, particulièrement, par exemple, on pense au certificat T1, aux droits de douane pour le temporaire stockage des marchandises qui doivent être réexportées. Ça, c'est des mesures que le Free Port Trade permet aux entreprises de pouvoir travailler en exemption.
de ces droits de douane ou une simplification aussi des documents à fournir. Autre chose, par exemple, ce qui est très intéressant, si la marchandise doit être assujettie à un dépôt, à étiquetage, à un réemballage, aucune formalité sont demandées à l'entreprise. À différence d'autres ports, disons, commerciaux, communautaires, qui demandent et obligent les entreprises à obtenir des autorisations douanières, voire des préalables contrôles douaniers. Sur les transformations industrielles, je vous ai déjà cité. Une autre mesure, par exemple, sur la transformation du produit qui peut devenir made in Italy, c'est aussi de bénéficier auprès aussi de l'exemption des droits de douane sur tout ce qui est le coût de la matière première, pas le coût de la matière première, mais de l'énergie, apte à transformer le produit même pour être réexporté sur les marchés européens ou être réexporté sur les marchés extra-européens. Voilà, sur ce qui concerne le port de Trieste, je suis allé un peu plus vite. Je me permets de nous présenter. Voilà, moi je suis le titulaire de Cividino International, qui est un bureau qui a été fondé en 2004. Nous travaillons principalement sur l'Italie pour les régions, pour les entreprises étrangères qui veulent se développer, bien entendu, sur le marché italien et aussi sur les marchés limitrophes, donc de la région alpine. Nous accompagnons, bien entendu, les entreprises italiennes sur les marchés européens et extra-européens. Les membres du cabinet, donc moi je m'occupe principalement du développement commercial et de la partie administrative et juridique. Les autres membres du cabinet sont députés, un à s'occuper de la partie donc financement et subvention, comme je vous ai présenté en début d'intervention. Un troisième s'occupe plutôt de la partie pour les entreprises qui se sont constituées juridiquement en Italie, du contrôle de gestion et de l'optimisation fiscale. Un quatrième qui a une formation plutôt ingénieur, lui s'occupe plutôt de la partie des contrôles, des optimisations des process de production et de l'industrie 4.0. Nous avons aussi, bien entendu, notre réseau de professionnels extérieurs qui sont appelés chaque fois pour vérifier et, bien entendu, donner des réponses aux demandes spécifiques de nos clients. Un network sur lequel bon, je compte voilà, aussi vous présenter, c'est des travaux que nous avons principalement effectués en dehors de l'Union européenne. Ça, c'est surtout pour le compte d'entreprises italiennes intéressées à se développer sur les marchés internationaux. Ça, c'est mes contacts directs. Voilà, pour toute question, je suis à votre disposition. J'espère d'avoir été assez clair, malgré, disons, les arguments sont extrêmement techniques. Et je suis à votre disposition pour les éventuelles questions.